Salut à tous et bienvenue au Club des lecteurs congolais. Comme vous le savez, les clubs de lecteurs congolais cherchent toujours des hommes et femmes intelligents et intellectuels qui participent au combat et qui veulent le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors ce soir, nous recevons M. Rex Kazadi. Bonsoir M. Rex. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, excellent. Et comment va la France? La France, je ne suis pas mieux placé pour parler de la France, mais ça va. Alors, une première question que nous avons pour le membre du Club de lecteurs congolais, c'est de savoir quelle est la vision de BPK. On ne veut pas poser la question de savoir la vision de Rex Kazadi comme individu, mais de votre mouvement. Quelle est votre vision? Notre vision, elle est très simple. Nous fondons notre politique en essayant de mettre l'homme congolais au centre de toute chose. Voilà, nous voulons faire une politique humaniste, une politique au service de l'homme. Voilà. Et pour nous, l'être humain, l'homme, doit être au centre de toute politique que nous devons faire. De toute ambition, c'est d'abord l'homme qui doit être privilégié au détriment des intérêts. L'homme congolais avant tout. Alors, quand vous dites l'homme congolais avant tout, cela veut dire sa liberté aussi d'expression. L'homme congolais dans toute son entité. Et son choix, ça veut dire qu'il peut choisir de gauche et de droite dans le pouvoir. L'homme a la liberté. Ça s'appelle la démocratie, tout à fait. Et je vois où est-ce que vous voulez m'amener, mais tout à fait. Non, je n'essaie pas de vous amener n'importe où. Ce que je veux savoir, c'est que M. Rex Kazadi et les BPK respectent les libertés des citoyens. C'est le fondement même de notre mouvement. Alors, comment pouvez-vous expliquer que les combattants en général, puisque BPK fait partie de ce mouvement des combattants congolais dans le monde, comment pouvez-vous expliquer que les combattants ont peu de tolérance par rapport à ceux qui n'ont pas la même vision qu'eux? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous avez des exemples précis à me dire, moi, il y a plein de gens qui ne partagent pas mes opinions aussi bien dans le combat qu'à l'extérieur. Ça ne me dérange pas, on s'affronte, on confronte nos idées. Bien sûr, ça je comprends. Mais quand je vous donne l'exemple, par exemple, ce qui s'est passé à Paris au mois de novembre ou avant novembre, je ne me rappelle plus, il y a eu des assaillants. J'ai posé cette question d'ailleurs à Babi Balukuna, il y a eu des assaillants qui ont attaqué des combattants. Je comprends qu'ils se sont défendus comme étant légitime défense, mais ils ont tabassé quelqu'un à mort. Vous croyez que cette violence qu'on voit au sein du combat, Lumbe, Mouete, c'est comme ça que vous allez amener la République demain? Je ne sais pas quelle est votre vision et comment vous réagissez. Moi, je n'ai pas de vision. Moi, je veux que vous m'expliquiez. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que vous avez comme vision? Je m'explique. Lorsqu'on rentre chez vous, moi j'ai pour philosophie, une personne qui rentre chez moi pour agresser ma femme et mes enfants, je ne vais pas attendre qu'il les agresse ou qu'il les tue. Je me défendrai bien avant. Si quelqu'un doit mourir, ça sera l'agresseur. Et pour revenir aux événements du 23 novembre, cette personne a attaqué une salle entière d'hommes et de femmes, a agressé, gazé des enfants et des mamans devant toute la communauté. Malheureusement pour cette personne, elle s'est fait lâcher. Et moi, je vous invite, faites une expérience. Allez dans n'importe quel stade, là où il y a de la foule. Ici, par exemple, à Paris, au PSG, ou comme vous venez d'Angleterre, à Manchester City ou à Chelsea. Allez-y là-bas, dans les coins où vous savez, c'est les supporters de telle ou telle équipe, venez-y seuls, les agresser, et vous verrez comment vont réagir les supporters de cette équipe-là. Si vous ne faites pas lyncher, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, pour moi, la foule, lorsqu'il y a une foule et qu'il y a des provocations, on n'est même plus dans la provocation, on est dans l'agression. Il y a eu une légitime défense, même si elle a été disproportionnée vu le nombre de personnes qui ont attaqué les assaillants parce qu'ils étaient au nombre de 8. Malheureusement, quand vous êtes à 8, vous ne vous attaquez pas à 100 personnes. D'accord, donc on est d'accord quand même que la violence disproportionnée, ce n'est pas acceptable, mais la légitime défense, c'est acceptable bien évidemment, absolument. Et que vous, pas seulement en tant que combattant, mais aussi en tant que membre de BPK, vous acceptez la différence de vue et de point de vue des autres. C'est pour ça que je me suis levé pour protéger la personne qui est en train de se faire lyncher.
Et j'ai même pris des coups pour lui. Vous le savez. Oui. Merci beaucoup. Et ça, on est satisfait de cette question. Mais la deuxième question, c'est de savoir quel est votre projet de société en tant que mouvement aujourd'hui de combattants, mais demain probablement politique. Qu'est-ce que vous proposez à notre peuple? Qu'est-ce que vous proposez au peuple congolais? Moi, nous ne sommes pas encore nous ne sommes pas en campagne. Mais ce n'est pas question d'être en campagne. Quand même, il y a des gens qui nous suivent qui voudront savoir. Je ne vais pas l'appeler comme ça projet de société. Ça s'établit. Nous connaissons les besoins du Congolais. Les Congolais ont besoin de manger 3 fois par jour. Ils ont besoin d'être soignés. Ils ont besoin d'éduquer leurs enfants. Ils ont besoin de croire à l'avenir. Mais tout ça ne peut pas se faire si, au préalable, et si tel est notre combat, nous n'avons pas, je ne parle pas d'un État démocratique, mais un État de droit. Mais c'est quoi? Vous savez, il y a une question que je... Ça, c'est une bonne chose, c'est que vous avez dit. Qu'est-ce qu'est un État de droit? C'est un État où les hommes ont des droits que l'État respecte. Lorsque, je vais prendre quelques exemples de ce que j'ai vu au Congo. Je rentre, un chef d'entreprise décide que du jour au lendemain, que toutes les femmes doivent venir en mini-jupe. Et ces femmes s'exécutent, sinon elles sont au chômage. Donc elles n'ont pas de droit. Lorsque vous faites la queue au Western Union depuis 7 h du matin et qu'on vous paye à 17 h et que vous ne pouvez pas vous plaindre, c'est que vous n'avez pas de droit. C'est un État où vit l'anarchie, où règnent les petits chefs. Hein? Des petits chefs, toute personne qui a un peu de pouvoir peut en abuser, que ce soit les militaires, les policiers, les juges, les bourgmestres, toute personne qui a une once d'autorité peut l'exercer sur n'importe quel citoyen sans que celui-ci puisse avoir quelqu'un qui peut le défendre, sans que celui-ci puisse avoir le moyen de se défendre ou le droit de dire non. Et c'est un état de non-droit. Ce n'est pas simplement, c'est pour ça que je prends la différence avec la démocratie. La démocratie, nous pouvons tous donner notre... C'est la loi de la majorité. C'est-à-dire que la majorité choisit et les autres s'inclinent. Mais dans un état de droit, on prend aussi en compte les minorités. Même si les minorités ne se sont pas exprimées ou n'ont pas gagné, mais dans un état de droit, ils ont des droits que l'on doit respecter. Et nous, le BPK, c'est ça notre objectif, instaurer au Congo un véritable état de droit, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui. Alors, vous avez dit qu'un état de droit, c'est là où on respecte la loi, n'est-ce pas? Et vous savez que parmi les politiciens congolais dans le pays, la plupart étaient à l'étranger. Ils étaient de la diaspora, comme vous et moi. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, si vous, la nouvelle génération, je vais dire ainsi, de la diaspora, vous prenez le pouvoir à main, les choses vont changer? Déjà, je vais vous donner une grande différence entre ce que vous appelez la diaspora, une grande différence avec nous autres, par exemple. Cette diaspora-là, et il y en a beaucoup encore ici à Châteaurouge, moi je les appelle, ce sont des gens qui sont restés dans l'avion. Lorsque vous arrivez dans un pays comme la France et que votre quotidien n'est que congolais, vos amis ne sont que congolais, là où vous allez, là où vous mangez, là où vous vivez n'est que congolais, vous n'avez jamais quitté le Congo, vous êtes resté dans l'avion. Et cette diaspora-là, elle a les tares des mêmes Congolais qui sont sur place. Lorsqu'elle va rentrer au Congo, elle fonctionnera comme les autres. Mais une diaspora qui s'est nourrie de l'apport du pays et du système différent que de l'endroit où il vient, cette diaspora-là va apporter quelque chose de nouveau. Nous autres, nous avons été à l'école de la République. Nous avons baigné dans la démocratie, la véritable. C'est-à-dire que le logiciel que nous avons ne nous permet pas, logiquement, normalement, de fonctionner comme cela, parce que la démocratie, nous la connaissons et nous la vivons. Et pour nous, ce n'est pas une tare ou une faiblesse. Pour nous, c'est un progrès. Voilà, notre manière de voir, par exemple, les femmes est totalement différente que de ceux qui sont là-bas. Parce que notre éducation, ce que nous avons vu, notre quotidien, nous permet d'avoir cette vision-là.
Alors, vous voulez dire que c'est un problème plutôt d'intégration. C'est-à-dire les Congolais en général ne s'intègrent pas dans le pays où ils se trouvent, une majorité. Je parle de ceux-là qui sont venus ici, qui se font appeler diaspora. Quitter le Congo, vivre à l'étranger ne fait pas obligatoirement une diaspora. Moi, je pense que lorsqu'on est une véritable diaspora, c'est qu'on est parti prendre ailleurs. On s'est véritablement exilé. On a perdu un peu de soi, on a pris un peu des autres. Mais lorsque on n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on vit Congo, mange Congo, pense Congo, mais à l'étranger, on n'a pas changé. Pour moi, on va dire, bon, tu as passé 20 ans, tu peux te considérer comme diaspora, mais pour moi, je pense que la véritable diaspora du changement pour le Congo, c'est cette diaspora qui a pris les bons côtés de l'extérieur. Alors, si on vous posait aujourd'hui la question à savoir, si on vous donne le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire de la République démocratique du Congo? Quelle est la première chose, à part l'état des droits, on vient juste de parler de l'état des droits, par rapport à l'emploi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, par rapport à notre économie, quel est le programme économique que vous allez présenter aux Congolais ou à la République démocratique du Congo pour entrer dans les pays émergents, comme on entend dire souvent? Voilà, là, je vous dirais que vous êtes en train de mettre la charrue avant les bœufs. Il faut faire les choses étape par étape. Mais M. Rex Kazadi, nous voulons savoir, les hommes et femmes qui vont nous diriger demain, quelle est leur vision aujourd'hui? Puisque si on ne sait pas ce que vous êtes et où vous allez nous amener demain, on ne saura pas comment vous votez peut-être demain. Là, vous allez me dire que j'ai précipité, ben, au moins. Voilà, c'est là. Mais il faut qu'on vous connaisse quand même. Vous êtes dans la précipitation. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne va pas réinventer la roue. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous dire des choses qui sont magiques. Je vais simplement essayer, contrairement aux autres, d'appliquer leurs promesses. Kabila a fait un très bon programme. Mais la seule différence entre lui et moi, c'est que lui ne l'a pas appliqué. Et moi, je vais l'appliquer. Prenons même l'exemple des 5 chantiers. S'il avait appliqué les 5 chantiers, là, on pourrait l'applaudir. Mais le problème, c'est qu'il a annoncé des chantiers qu'il n'a jamais appliqués, qu'il n'a jamais mis en place. Aujourd'hui, prenons l'exemple de l'hôpital, prenons l'exemple de la santé, l'hôpital du cinquantenaire. Jusqu'aujourd'hui, il en est où? On nous a vanté l'hôpital du cinquantenaire, on va construire l'hôpital du cinquantenaire. Jusqu'aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Alors que moi, en 2011, nous nous sommes rapprochés il y a un service ici, via l'ambassade de Chine, qui s'occupe des affaires entre l'Afrique et la Chine. Ils nous ont proposé, pour une histoire de 492 millions d'euros, la possibilité de construire dans les 11 régions congolaises de CHU. Ces CHU, ce sont les centres hospitaliers universitaires, avec 2000 chambres vides, mais de nous construire 16 hôpitaux, 5 dans la région de Kinshasa et 11 autres dans les autres régions. Qui peut dire mieux? Après, c'est à l'État congolais de mettre des lits, de mettre les équipements qu'il faut. Les médecins compétents, nous en avons, sauf que les médecins manquent de matériel, manquent de médicaments. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire, par exemple, comme les Indiens, c'est-à-dire nous faisons venir des gens qui connaissent, mais qui nous apprennent. L'échange, moi je suis complètement et profondément pour l'échange de technologie. Si nous voulons être indépendants demain réellement, nous devons faire venir chez nous des gens qui vont nous apprendre à devenir nous-mêmes, à être maîtres de notre propre destin, ceux qui vont nous apprendre à pêcher. Voilà, on ne veut pas de l'argent, on veut qu'on nous apprenne à pêcher pour que nous pêchions notre propre poisson nous-mêmes. Exactement. Alors là, dans quelques mots, vous nous avez donné une sorte de votre projet de société sans que vous le puissiez appeler projet de société. Ça nous amène directement à la question à savoir, bon, dans l'avenir, disons 2016, les élections arrivent. Rex Kazadi, candidat à la présidence de la République, Rex Kazadi, candidat au Parlement. Quel est votre avenir politique? Pour l'instant, moi, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Comme je le répète encore cette phrase, on y va doucement. On y va doucement. Il est vrai que
Notre ambition, c'est bien d'arriver aux affaires pour changer les choses, parce que sans le pouvoir politique, on ne pourra pas mettre en place ce que nous voulons. Mais 2016, c'est encore très loin, donc on a le temps de voir venir. Donc vous ne voulez pas dire vos ambitions politiques par rapport à 2016. C'est de servir mon pays. Voilà. Alors, vous dites que, puisque vous avez votre projet de société, vous avez parlé un peu de votre projet de société sans nominément dire que c'est projet de société, et l'état des droits, c'est ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo. Ensuite, le pays pourra se développer économiquement avec de relations bilatérales et multilatérales pour développer la République. Mais quels conseils pouvez-vous donner aujourd'hui? Puisque nous sommes du Club des lecteurs congolais, il y a beaucoup de jeunes qui sont membres de notre club et qui ne savent pas quel sera l'avenir de la République. Quel est votre conseil aux jeunes étudiants et jeunes Congolais? L'avenir du Congo, moi je le sais. Quel sera l'avenir du Congo? Ce sont ces jeunes-là. C'est eux l'avenir du Congo. Ce sont les jeunes qui sont au Congo qui sont l'avenir du Congo. Ils doivent prendre leur destin en main. Ils doivent, comme le dit Étienne Tshisekedi, ils doivent se prendre en charge. N'attendez rien de personne. Vous êtes suffisamment congolais pour vous lever et parler au nom de votre nation. Vous êtes suffisamment congolais pour vous battre pour votre nation. N'attendez rien de personne. Ce que l'on ne vous donne pas, il faut l'arracher. Allez prendre ce qui est à vous parce que c'est vous l'avenir. Et nous savons que la connaissance, c'est ce qui libère souvent. Parce que quand on a la connaissance, on sait comment se conduire et comment avancer dans la vie. Alors, on dit souvent, mais beaucoup de gens l'ont dit, que les Congolais n'aiment pas la lecture. Que dites-vous de cela? Ça me fait, moi, personnellement mal, mais que dites-vous de ce cliché du Congolais qui est le Congolais n'aime pas lire? Ben moi, ça c'est un débat philosophique sur lequel on pourra rester des heures et des heures, parler des heures et des heures. Vous savez, nous les Africains, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup écrit. Mais qu'est-ce que c'est qu'un livre? À moi, Rex, un livre, c'est un point de vue de l'auteur. C'est un point de vue. On peut être d'accord avec un livre comme on peut être contre. Bien évidemment. C'est un point de vue. Est-ce qu'un point de vue, le point de vue de quelqu'un, peut être indispensable pour la survie d'une population? Je ne sais pas. Non, mais je vais aller je vais finir ma démonstration. Moi, je trouve que les livres, c'est une source immense de connaissances. Mais nous avons survécu, nous autres Africains, parce que nous avons eu la connaissance orale. Si tout ce que nous possédions était comme à Alexandrie, dans cette grande bibliothèque, lorsqu'ils ont brûlé cette bibliothèque, plein de choses se sont envolées. Heureusement, comme le faisaient les Hébreux, nous avons toujours eu, nous autres Africains, cette manière d'enseigner orale, de père en fils, ce qui a fait que nous avons conservé, malgré les agressions immenses que nous avons subies, les fouets, les coups, cette violence, cette déculturalisation, malgré tout ça, comme on se passait l'information de père en fils, il nous reste énormément de choses. Vous ne croyez pas, s'il vous plaît, Rex, mais vous ne croyez pas que si nos ancêtres avaient écrit la connaissance, puisque les écritures, ce n'est pas seulement la lecture, n'est pas seulement la lecture comment on dit en français, comment on dit en espagnol, novella, ou soit des romans. La lecture, c'est aussi des connaissances organisées dans la science, la mathématique. On parle de dictionnaire. Il y a beaucoup de connaissances qui se trouvent dans les livres. Vous ne croyez pas que les connaissances africaines, si jamais étaient écrites, cela allait nous servir beaucoup plus aujourd'hui? Ça allait nous servir beaucoup plus que des documents comme la Bible, par exemple. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais moi pourquoi j'ai pris tous ces exemples-là? Pour vous faire simplement comprendre, ne soyez pas dans le complexe et dans l'autodétestation. Les Africains les Congolais et les Africains en général ne sont pas moins fainéants pour la lecture. C'est pas ça le problème. Le problème est qu'il faut qu'on encourage au moins la lecture. Ce n'est pas qu'on dit que... Il y a des gens comme toi qui encouragent la lecture.
Oui, mais Voilà. nous en sommes. Et tu n'es pas seul. Non, pas du tout. Moi, par exemple, je me suis avec une amie, on s'est battu pour ouvrir une bibliothèque à Brazzaville. C'est une bonne chose. Voilà. Moi, je suis un fan de bande dessinée. Je les dévore. Et c'est peut-être toute mon inspiration d'un monde meilleur vient par exemple des BD que je lis. J'adore cette lecture-là. Donc, j'encourage toujours mes enfants et d'autres à s'ouvrir. Mais il y a des bouquins qui plaisent à certains, il y en a d'autres qui ne plaisent pas à d'autres. Peut-être que pour intéresser les Africains, faites des bouquins qui puissent les intéresser. Mais qui va les faire, les bouquins? Ah voilà, c'est pour cela que je voulais savoir votre point de vue par rapport à la lecture, la lecture africaine. Bon, c'est pas ici que je vais expliquer mon expérience, comment je suis arrivé à aimer la lecture, à me donner profondément à la lecture. C'était plutôt des romans africains que je lisais. C'était purement de terre africaine. Donc c'est ça, c'est que nous, du Club des lecteurs congolais, on veut encourager la lecture africaine. Moi, je te poserai une question. Est-ce que nous autres qui avons grandi au pays, est-ce que tu te souviens, je crois que c'était les vendredis soirs, ou même à l'école, comment nous dévorions les contes africains? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on ne peut pas... Non, mais pour revenir à ta question, oui. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas lire. Mais il est comme souvent certaines personnes qu'on n'aime pas lire. Oui, c'est-à-dire que lorsque je te parle de point de vue, quelqu'un ne va pas écrire une histoire sur je ne sais quoi, non mais je ne sais quoi, et puis dire que non, et puis nous donner ses livres comme on ne veut pas lire son histoire et que ça ne nous intéresse pas, et dire qu'on ne veut pas lire. Non, c'est faux. Écrivez des choses qui intéressent les Africains. Non, j'ai dit ça par rapport... Il faut que je... Oui, je veux m'éclaircir. Je veux m'éclaircir un peu là. Je ne parlais pas des Occidentaux, des étrangers, des écrivains, d'ailleurs, qui disent que nous autres, nous n'aimons pas lire livres, mais j'ai dit plutôt des commentaires proprement congolais. Il y a un politicien que j'ai vraiment envie de citer, mais je ne vais pas citer, qui a dit ceci. Si vous voulez cacher un secret à un Congolais, il faut l'écrire dans un livre. Un autre qui a dit, ça veut dire que le Congolais n'ouvre pas les livres. Eh ben, ce monsieur-là, il peut, comment s'appelle, là où il dort, là, il peut se dire qu'il est déjà en danger parce que les Congolais connaissent bien son secret. Nous ouvrons des bouquins et nous savons déjà ce qu'il y a dans son livre, ce qu'il a voulu cacher. On est au courant de ça. Alors, nous vous remercions beaucoup, Monsieur Rex Kazadi. C'était un grand plaisir pour le Club des lecteurs congolais de vous rencontrer. Le plaisir est vraiment, vraiment pour moi. Vous avez fait le voyage de Londres jusqu'ici. Je vous en remercie. Et vraiment, merci beaucoup de cet honneur que vous me faites. Et prochainement, on se verra, soit ici, une fois de plus à Paris, ou, pourquoi pas, en Angleterre. On est en train de travailler pour arriver en Angleterre. Sûrement, on sera en Angleterre. Je vous remercie beaucoup. Comme disent les Arabes, Inch'Allah. Voilà. Merci. Merci. Ngeta.